Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Avant de commencer ce nouveau podcast, nous souhaitions vous remercier d'être toujours plus nombreuses et nombreux à nous écouter et à nous regarder. On remercie également ProBike Shop qui soutient cette série de podcasts. ProBike Shop, c'est une des plus grandes enseignes de vente de vélos et de pièces de vélos en ligne, ça vous le savez. Mais sur ProBike Shop, vous pourrez retrouver un large éventail de produits et un qui nous tient particulièrement à cœur, Vojo Magazine Volume 3. Le magazine papier édité par la rédaction de Vojo. Pour les premiers volumes, on a assuré la logistique nous-mêmes et on s'est rapidement rendu compte qu'un partenaire logistique pouvait apporter un meilleur service à nos lecteurs. Alors pour plus de rapidité, des frais d'expédition moins élevés, c'est avec ProBike Shop que nous travaillons. Alors merci à eux et retour au Lunch Ride. Il y a du changement pour cet épisode du Lunch Ride et je laisse mon micro à mon associé Olivier Béard qui est parti à Valenciennes pour rencontrer le cofondateur d'une entreprise en pleine croissance. Sans trop jouer aux devinettes, sachez que c'est une marque qui conçoit ses vélos avec un rapport qualité-prix alléchant, des options de personnalisation et un assemblage et un atelier de peinture qui se trouvent en France. On part à la rencontre de Rémi Lefebvre, le cofondateur et directeur d'Origine Cycle. Vous l'entendrez, dans cette discussion entre Rémi et Olivier, on parle de vélo évidemment, mais aussi et surtout de la marque Origine, de ses débuts en 2012, de la croissance qu'il a fallu apprendre à gérer, et aussi aujourd'hui, les pénuries de composants. Rémi évoque l'extension de la marque qui pousse les murs de sa propre usine, mais il nous parle aussi de la diversification vers les roues, les VTT à assistance électrique et pas mal de projets futurs. C'est le moment pour moi de vous laisser, vous êtes entre de bonnes mains, direction Origine Cycle à Valenciennes. Bonjour Rémi, alors Salut Olivier. merci de m'accueillir ici. On est à Somain, dans le nord de la France. Et explique-nous un peu Origine, qu'est-ce que c'est? Et toi aussi Rémi, qui tu es? Comment tu es venu ici au vélo et à Origine et au lancement de cette marque qui commence à être pas mal connue, mais dont c'est peut-être bien de rappeler un peu l'histoire. Ok, écoute, avant tout merci de ta présence. Pas mal de choses à dire. Donc, Origine, on est une marque qui produit des VTT, des vélos de gravel, des vélos de route. On a la particularité d'avoir une affinité particulière pour, d'une part, la technologie qu'on va employer pour développer nos cadres et la flexibilité. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler sur le projet Origine, on a fait le constat que dans le cycle d'achat d'un vélo, traditionnellement, donc on va au magasin et on achète un vélo de série. Or, est-ce que, par exemple, tu accepterais d'acheter une voiture sans pouvoir choisir la motorisation, diesel ou essence, un intérieur tissu ou cuir, voilà. Dans le marché automobile, on ne se pose plus la question. Alors que dans le vélo, passer un certain niveau de pratique, on a tous nos exigences et généralement la première chose qu'on fait quand on achète un vélo, c'est de modifier les composants pour l'adapter à son niveau, pour l'adapter à son ergonomie et même éventuellement à ses goûts. Donc voilà, on a l'ADN de notre marque, ça va être la flexibilité. Tout s'articule autour d'un configurateur. En fait, on est parti, si tu veux, du principe et du postulat que en fait, chaque cycliste est différent de par ses goûts, sa morphologie, etc. Donc, l'histoire d'Origine, comment ça s'est fait? Alors, c'est amusant, en fait, c'est une belle histoire. Origine, à la base, on est trois à avoir fondé Origine. Dont un Belge, Yves Amiel, je vais commencer par lui, qui est belge maintenant, qui habitait en France à l'époque. Donc Yves, vraiment un personnage extrêmement clé pour la boîte, parce que Yves, c'est vraiment l'expérience industrielle dans le monde du vélo pour Origine. Yves, ça fait 30 ans qu'il est dans l'industrie du vélo. Yves, il a été fondateur et PDG donc d'une boîte qui s'appelle Quantum, que tu dois plus connaître sous le nom de Q-Bike. Ouais. Grosse machine, d'ailleurs, accessoirement, Quantum Q-Bike, parce que pendant ces 20 années d'exploitation,
il a sorti 2,5 millions de vélos. Il n'y a pas d'erreur sur les chiffres. J'ai eu un Q-Bike, mon vélo d'adolescent, c'était un Q-Bike très, très simple et basique, mais c'est vrai que je crois que parmi les auditeurs, les téléspectateurs, on doit en avoir quelques-uns à qui ça dit quelque chose. Surtout en Belgique avec la proximité géographique, parce que donc, à la fin, Q-Bike vendait en direct. Et c'était fait aussi, c'était déjà dans la région, ici, dans le nord. Tout à fait, c'était à Marly. Donc Marly, ça se trouve à 25 minutes. 25 minutes d'ici. Alors, Yves, du coup, Yves avait une affinité, c'est peut-être pour ça que tu as roulé sur Q-Bike. Yves avait une grosse affinité pour l'alternatif. Donc, il a notamment eu une team en World Cup de DH Q-Bike. Et alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si tu savais, mais donc il avait donné le budget un certain Laurent Delorme comme team manager. Oui, Laurent Delorme, maintenant qu'on connaît pour le team Specialized, qui assume la présence du team Specialized en Coupe du Monde, avec Loïc Bruni, donc ça a été les débuts de quelqu'un qui est au sommet maintenant. Oui, tout à fait. Puis en plus, du coup, ce qui est amusant, c'est que déjà à l'époque, donc Yves travaillait avec Laurent Delorme, avec Jack, le mécano de Loïc Bruni aujourd'hui. Encore aujourd'hui, du coup, après, je crois qu'ils sont passés chez Lapierre. Alors, il y a peut-être. Oui, il y a eu Lapierre, tu as raison. Lapierre et puis Spé. Donc voilà, je referme cette petite parenthèse, mais du coup, grosse affinité pour l'alternative, DH, Dirt. Il y avait une gamme complète, il y a eu aussi des cross-country, avec quelques vélos de route. Mais donc voilà. Donc pour le premier associé, Yves Amiel. Deuxième associé, Pierre-Henri Morel. Alors, Pierre-Henri Morel, qui lui a un profil tout à fait différent. Gros CV dans le domaine commercial et marketing. Il a eu du beau poste du genre directeur commercial alors, je ne vais pas toutes les citer, mais Orangina, San Pellegrino, Taiko. Il a été directeur général Jouet Club. Donc du lourd ailleurs, dans un autre univers que le vélo. Ce qui est toujours intéressant de ne pas fonctionner en vase clos, complet. En fait, notre force chez Origine, c'est qu'on est donc 3 associés avec tous les 3 un profil qui est totalement différent, mais ultra complémentaire. Et toi, justement Et moi-même. Alors du coup, je vais raconter la petite histoire, c'est amusant. Pour moi, l'aventure Origine, c'est parti d'une patte de dérailleur. Ok. Alors, en fait, j'ai un ami avec qui je roulais qui avait un petit contrat justement en DH avec Q-Bike. Donc, moi à l'époque, je roulais pas mal aussi en DH. En fait, dès qu'on avait un petit peu de temps, on avait des alternatives à Justin par chez toi, Malmedy, etc. Quand on se prenait des vacances, on essayait de rouler à Morzine ou G. Par contre, pour pas être embêté en cas de casse là-bas, on prévenait en achetant tout le matériel qu'on pouvait casser, notamment la fameuse patte de derrière. Et en fait, un jour, ce copain qui m'appelle et qui me dit « Ouais, Rémi, si tu veux, je vais à l'usine directement, je dois aller chercher une patte, tu veux m'accompagner ?» Je vais avec lui à l'usine, donc l'usine Quantum Q-Bike à Marly, j'y étais jamais allé. Et en rentrant dans l'usine, je m'aperçois qu'il y a un déstockage énorme. Donc moi, à l'époque, j'étais étudiant, j'étais très très jeune, je devais avoir 22 ans. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. En fait, ça faisait longtemps que je vendais des pièces de vélo sur Internet à titre perso. Quand on est étudiant, il faut bien trouver des moyens pour financer les vélos. Il y en a qui servent dans des bars. Et toi, c'était un peu de pièces. Moi, en fait, dans le vélo, j'ai toujours été passionné. Alors, c'est marrant, mais j'ai toujours été passionné autant par le côté technique du vélo que la pratique. C'est-à-dire que j'étais aussi content de me faire mes montages que d'aller rouler, quoi. Donc voilà, bref, je referme la parenthèse. Déstockage de l'usine, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire, je vide le compte en banque, j'achète tout ce que je peux, je le revends, avec les bénéfices, je rachète, etc. Et alors, ce qui est amusant, c'est que l'interlocuteur que j'avais, au début, je ne le savais pas, mais c'était Yves Amiel. C'était le PDG de la boîte. Quoi, ouais.
Et puis il y a une sorte de... Il m'a beaucoup, beaucoup aidé, Yves. Il m'a beaucoup aidé. Il y a une relation de confiance. Je ne vais pas rentrer dans les détails des affaires qu'on a pu faire ensemble. Mais donc voilà, il y a une relation de confiance. On a gardé nos coordonnées. Et Yves, 6 mois plus tard, m'a rappelé et m'a dit bon, écoute, Rémi, je suis sur un projet de création de boîte avec un ami. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu es in? J'ai dit ok, je suis in. On va te recontacter. Et on était à quelle période, quelle année? Comme ça, on situe un petit peu on était en 2012, début 2012. Et en fait, bon, ça part un petit peu dans tous les sens, mais en fait, Pierre-Henri connaissait Yves parce que pendant une période, Pierre-Henri a été directeur commercial de Quantum. À un moment, leurs chemins se sont croisés. Ils sont restés en bons termes, ils sont restés amis. Et un jour où ils se sont retrouvés autour d'un verre, Pierre-Henri qui dit bon, Yves, tu sais faire de très bons vélos, moi je sais vendre sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est là qu'a germé l'idée de création d'une marque, et c'est là qu'ils ont voulu constituer une équipe, parce qu'en fait ils venaient de passer la cinquantaine et ils se sont dit bon, une start-up, voilà, ce serait bien d'avoir un jeune pour la com, le côté passion et tout, bref. Donc ils m'ont appelé. Il y a Yves qui m'a présenté à Pierre-Henri. On a organisé quelques réunions pour définir, alors je vais utiliser un terme hyper barbare, mais le marketing mix d'origine. Donc en fait, les grandes lignes de ce qu'on voulait pour la marque, c'est ce que je disais tout au début. Donc en l'occurrence, moi je vais pas me répéter, mais on voulait une marque exclusivement, je dis bien une marque parce qu'à cette époque-là, forcément, on n'avait pas le nom, une marque exclusivement dédiée au haut de gamme, avec la flexibilité. Et alors, du coup, de ce fait-là, c'est bien d'utiliser la haute technologie et c'est bien d'être flexible, mais malheureusement, tout ça, c'est un coût. Et du coup, la vente directe a été une évidence pour nous. C'est ce qui nous permettait de rendre le projet viable. Sinon, nos vélos auraient été beaucoup trop chers. Et accessible, voilà. Il y a quand même une volonté d'avoir cette recherche d'un tarif qui est assez serré, sans négliger le côté qualitatif des montages ou des cadres, et en offrant cette personnalisation. Donc, quelque part, tu le disais aussi, ça a commencé par un site web et par un configurateur qui donne une série d'options, pas juste sur le montage, mais aussi sur le cadre, sa couleur. Sur absolument tout, quoi, en fait. Et donc, suite à ces réunions, on crée la boîte. Du coup, de ce fait-là, on a quand même commencé à bosser un petit peu avant. On enregistre la boîte, on crée la boîte officiellement en octobre 2012. Donc il y a un petit peu de temps qui s'est passé. Pour un lancement en septembre 2013. Lancement presse et grand public lors du Salon de Paris. Feu Salon de Paris, puisque malheureusement il n'existe plus. Alors là, du coup, tu dois te demander, mais pourquoi un temps de gestation aussi long? En fait, il y avait 2 gros chantiers. Le premier, c'était le cadre. Il y a beaucoup de marques lors du lancement qui se disent bon, pour avoir de la crédibilité, c'est bien d'avoir une gamme très très large, donc d'avoir de VTT, de vélos de route et un gravel. Bon, le gravel, ça, c'est plus récent, mais voilà, l'exemple me vient à l'esprit. C'est pas faux, mais sauf que le problème, c'est que tu connais les coûts de R&D pour les cadres, tu connais les coûts de moule. Je vais prendre l'exemple, c'est moins parlant sur un cadre de VTT parce que généralement il y a 4 tailles, mais sur un cadre de route, il y a 6 tailles. Un moule, c'est 10 000 $ par taille, juste pour creuser le moule. Après, il n'y a pas la main-d'œuvre justement pour construire le cadre, le coût de la fibre. Le bureau d'études qui bosse pendant 1 an pour te développer le cadre, le coût du designer, etc., etc. Donc en gros, un cadre carbone, ça demande un investissement qui est très vraiment important. Conséquent. Très important. Et
Et pourtant, vous avez commencé par le carbone et par proposer directement. Et donc, soyons transparents aussi, vous faites le développement, le cadre est produit et justement, vous avez sans doute profité des réseaux qui étaient existants, Q-Bike et autres en Asie pour être chez les bonnes personnes, les bons experts au bon endroit. Tu as mis le doigt dessus tout de suite. Et garder le pied quand même ici, dans le nord de la France, parce qu'il y a là, juste à côté de nous, ça turbine, quoi. Voilà. On a, je ne sais pas combien d'employés, on y viendra après, mais qui montent les vélos, donc il y a vraiment une part aussi importante de l'activité qui reste ancrée et enracinée localement. Mais voilà, totalement, parce qu'en fait, alors du coup, on va commencer effectivement par le développement des vélos, parce que oui, effectivement, il y a la partie réalisée en France, donc qui est conception, R&D, prototypage, mais comme tu l'as souligné, pour le moulage, il faut s'appuyer d'un gros niveau de savoir-faire si tu veux employer ça fait 3 fois que je le répète, mais les technologies comme la fibre au module, le moulage IPS, etc. Tu as beau avoir le meilleur cahier des charges du monde, avoir préparé des lay-up aux petits oignons, etc. Si tu n'as pas le bon maker qui te moule ça, ça ne peut pas marcher. C'est l'un avec l'autre. Et là où on a eu effectivement... je ne vais pas dire que c'était de la chance, mais quand même un peu, mais surtout via le réseau Div. Sans Yves, on n'aurait pas pu le faire. C'est que les partenaires asiatiques, des mouleurs, il y en a plein. Dans le marché, on va dire, mais vraiment quand je dis qu'il y en a plein, c'est en centaines. Il y en a 4 ou 5 qui vont être vraiment très très nettement au-dessus du lot. Et après, il y a les autres. Et normalement, une marque qui se lance n'a absolument pas la possibilité de bosser avec ces 5. Avec les tout bons, quoi. Alors, directement arriver en division 1 chez le... Pour 2 raisons. Un, pour une question de volume, tout simplement. Parce que du coup, c'est des boîtes qui parlent qu'en milliers. Nous, les premiers cadencements, parce qu'en plus, ça fonctionne par cadencement, c'était qu'en centaines. Et 2, surtout, il y a une grosse part d'affect. C'est fou, hein, mais en gros, il faut que le projet les excite et voilà. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a été recommandé, en gros, on a été recommandé via le réseau Div, qui nous a permis, et bon, quand même, ici, ça a été une chance énorme, qui nous a permis de commencer direct avec les meilleurs. Et ça, c'est énorme parce que du coup, on a sauté quelques échelons. Et vous êtes toujours ensemble, avec ce même partenaire aujourd'hui. On en a d'autres, mais on bosse toujours avec. Alors, du coup, pour en revenir à ce que je disais, donc souvent les marques qui se lancent veulent une gamme large. Nous, Origine, on s'est dit, bon, le problème c'est que avoir une gamme large, ça veut dire avoir recours à ce qu'on appelle dans le jargon du open mold. Donc le open mold, qu'est-ce que c'est? C'est justement ces sous-traitants-là qui ont un catalogue et qui font la R&D d'un cadre et qui vous proposent en fait des cadres où clairement il n'y a rien à faire. Mettre les autocollants. Tu deviens importateur du cadre, tu le peins, voilà, etc. Sauf que, bon, entre nous, ça n'a absolument aucune saveur. C'est pas ton ADN, pas ta géométrie, c'est pas tes drapages. Voilà. Et on s'est dit, on ne peut pas créer une marque, on n'a qu'une image, et se saborder dès le lancement en ayant recours à du open mold. Donc on a fait un choix fort, risqué, mais de tout investir, de tout miser sur un cadre. Donc malheureusement, on a dû faire un choix. Ce choix, ça a été la route. On s'est dit, on va faire un cadre de route en carbone, parce qu'on s'est dit que le marché sur un cadre carbone, donc VS, un semi-rigide de cross-country, le marché de la route était plus important. Le configurateur nous permettait de typer le vélo, quand même, de faire une gamme avec des roues profilées, des roues basses, des vélos de rouleurs, des vélos de grimpeurs, etc. Et donc on a fait le choix de la route. Mais par contre, en faisant le cadre nous-mêmes, et très bien. En fait, du coup, au début, ça nous a coûté de l'argent parce que, étant donné qu'on n'était que 3, on a dû payer un designer externe, on devait sous-traiter tout un tas de choses.
Mais ce qu'on a fait, on l'a bien fait. Donc ce cadre, c'était l'Axom 250. Et même, franchement, encore aujourd'hui, on est super fiers parce que c'est un cadre qui, donc lancement 2013, mais conception 2012, on employait déjà de la fibre au module. Et ça, c'est top. Encore aujourd'hui, dans le VTT, c'est encore peu employé, hein, la fibre au module. Donc, et ça, c'est vraiment des petits détails qui font que tu as un vélo qui marche mieux qu'un autre, concrètement. Donc, on fait ce choix de se lancer avec un seul cadre. Donc, au début, alors, c'était super compliqué parce que, clairement, on avait investi tout l'argent de la boîte pour ce cadre. Il n'y avait plus d'argent pour la com. Il n'y avait plus d'argent pour le bâtiment. Donc là, ça va te faire sourire. Je ne pense pas qu'on en ait déjà parlé ensemble, mais comme toute bonne start-up, on a commencé dans un garage. On n'avait pas de bâtiment. Ouais. Donc dans le garage de mes parents, ils avaient un grand garage à Hérin. Pareil, c'est à 20 minutes d'ici. Et je peux te dire que du coup, étant donné qu'on avait fait les choses en grand pour les cadres, tu vois, ça a commencé quand même par cadencement, mais je me souviendrai toute ma vie de la première livraison avec le 40 tonnes qui te sort tous les trucs, tu remplis le garage donc, et puis tu commences à mettre les mains dans le cambouis, à les monter. Voilà, non, oui, parce qu'en plus, même, tu vois, je te parle, la peinture, au lancement, on sous-traitait. Donc c'était des carrossiers qui nous peignaient nos cadres, quoi. Donc voilà. Donc au début, c'était compliqué parce que du coup, étant donné qu'il n'y avait pas de com, tu avais beau faire un bon produit, personne ne le savait. Donc la première année, ça a été un peu fastidieux, il n'y avait pas beaucoup de ventes. C'est pas évident, évident le lancement d'une boîte. Et puis, au fur et à mesure des premiers tests presse, alors ce qui est génial, c'est que dans notre milieu, le vélo, les interlocuteurs de la presse, c'est des passionnés. C'est des gens comme nous, on parle le même langage, donc tu as vraiment un retour objectif du produit et donc tout de suite les tests ont été excellents. Et comment dire, ce coup de projecteur qu'on a pu avoir dans la presse a commencé à booster progressivement un petit peu voilà, une montée en régime, une montée en cadence. Et donc de ce fait-là, on a commencé à vendre un petit peu plus de vélos, on a eu des prix, jusqu'au jour où ça a commencé à vraiment bien marcher. Donc on a eu les reins un petit peu plus solides, donc on a fait un deuxième cadre, et puis après on a... Les VTT sont arrivés. Du coup, avec le descriptif des 3 fondateurs, tu te doutes que le VTT, ça nous démangeait de le faire. Donc le VTT, on l'a lancé, je me souviens plus, on l'a lancé au Rock, mais c'est pas si vieux que ça au final. 17 peut-être même pas, je dirais octobre 2018. Ou quoique octobre 2017. J'ai peut-être l'impression, mais bon, c'est un des deux, on ira vérifier. Et donc voilà, lancement du théorème. Pareil, avec une vision un petit peu atypique. En fait, on s'est rendu compte que le marché du VTT, justement, était un petit peu moins regardant que la route sur le niveau de technicité des fibres. Et nous, on s'est dit, chouette, on va pouvoir apporter quelque chose et on va... Alors, c'est totalement annexe à la géométrie, mais on va pouvoir apporter ces technologies sur les cadres de VTT. Et donc, introduire des concepts comme le Dynamic Response, parce qu'en fait, chez Origine, on a une philosophie bien particulière au niveau des cadres. On juge que, alors, tant pour le VTT, le gravel que la route, là je parle pour les semi-rigides, mais notre point de vue, c'est que la performance s'obtient par la nervosité et non pas par un excès de rigidité. Je ne dis pas qu'on a raison, que d'autres ont tort, etc. C'est notre point de vue. Il y a des marques qui adorent faire des cadres rigides partout. Nous, on va laisser des points de... Comment dire, on va verrouiller des points sur le vélo, comme par exemple la boîte de pédalier. La déformation contrôlée, on peut parler ça comme ça, voilà, d'avoir le bon flex au bon endroit, la bonne rigidité au bon endroit, c'est vraiment là-dessus. Nous, la dénomination commerciale chez Origine, c'est le Dynamic Response, mais en fait, le Dynamic Response, c'est ni plus ni moins qu'une déformation contrôlée, et particulièrement au niveau du triangle arrière, en fait, dans un cycle
dans un cycle de pédalage, tu as une déformation. Alors, no stress, c'est pas, tu vois pas le cadre se tordre, mais en fait, tu as une déformation qui te permet de restituer au côté opposé dans le cycle de pédalage, et ça t'aide à avancer concrètement. Et c'est là que c'est intéressant dans le monde du vélo aussi. Je le compare souvent au monde de la gastronomie ou du vin, où tu vas avoir une dimension scientifique, c'est plutôt de la chimie en cuisine, Oui. mais une dimension artistique aussi. Tu vas donner les mêmes ingrédients à deux cuisiniers différents, ils vont te sortir un plat qui va te donner des émotions différentes. Et c'est là que le concepteur et sa patte s'expriment. Où est-ce qu'on va mettre la déformation, comment est-ce qu'on va mettre les angles sur le vélo, et c'est l'alchimie du tout qui fait le résultat. Parce que même en dehors de la géométrie, l'exemple le plus parlant, en plus tu as eu l'occasion de rouler sur les deux, je vais prendre l'exemple du théorème. Le théorème GT et le théorème GTR, c'est deux cadres qui sont issus du même moule. C'est la même géométrie, il n'y a rien qui change. Par contre, les deux ont des drapages qui sont totalement différents. Et je peux te garantir que tu peux prendre quelqu'un qui va être néophyte, donc pas un pro du vélo, pas un journaliste qui a des centaines d'essais dans les jambes. Au bout de 20 coups de pédale, il va savoir te dire lequel est lequel si tu lui fais un test avec un vélo maquillé, pas brandé, quoi. Et donc oui, c'est complètement impressionnant parce que oui, effectivement, selon la gestion de tes drapages, tu peux avoir un comportement qui n'a absolument rien à voir. Et c'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, accessoirement, c'est ce qui nous a pas mal aidé parce que dans notre gamme route, à notre lancement, on avait fait un moule, donc du 250, mais donc très rapidement, on a fait une déclinaison cyclo-sportive, donc un petit peu plus sport avec le 350 et vraiment une version course avec le RS. Les trois étaient issus du même moule. Par contre, les trois vélos n'avaient absolument rien à voir en termes de comportement. Et au niveau de la gamme VTT, aujourd'hui, elle s'agrandit. Ah oui, elle il y a un tout suspendu qui est arrivé, et puis voilà, vous avez pas mal renouvelé. Vous êtes arrivé dans le gravel, où je crois que ça marche pas mal pour vous. C'est en train d'occuper une place importante au niveau vente aussi, entre la route et le VTT. Mais par rapport au VTT, donc la gamme s'étend. Il y a des roues aussi. Enfin voilà, vous êtes maintenant à ce stade où on se dit on va prendre un peu d'ampleur. Mais on dira après, c'est quand même un moment particulier pour prendre de l'ampleur pour l'instant. Mais ça, on y viendra après. Mais donc oui, effectivement, nous, en fait, si tu veux, le but ultime, tu as compris, on est des passionnés. Et du coup, nous, le but ultime, c'est d'avoir la gamme la plus large possible. C'est ça qui nous anime. Mais d'y aller petit à petit, quoi. D'y aller, voilà, un pied après l'autre, un pied... déjà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il y a le côté financier, évidemment. Mais il y a le côté humain, le bureau d'études. Développer un cadre, c'est un travail titanesque. Le Naja, on a passé... Il y a des cadres... Naja qui est tout suspendu, alu 120. Voilà, pourtant, c'est un aluminium, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le travail de gestion des drapages, mais le travail de cinématique, etc. Je sais pas, ça nous a pris 2 ans de travail. Et pareil, alors le Naja, c'est un alu, mais... du coup, on s'est fait plaisir, on a mis des tubes triple butted, traitement thermique T4, T6, soudure polie. Voilà, en fait, on aime bien tous les petits détails qui peuvent faire la différence. Et oui, alors effectivement, la gamme VTT, alors, je ne vais pas balancer d'exclus là pendant l'interview, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que la gamme va grandir. La gamme va grandir, et bientôt. Voilà. Donc, tant mieux. Et alors, pas que en VTT. Elle va grandir en VTT, elle va grandir en route, elle va grandir en e-bike. Là, on a quand même un petit scoop. Enfin bon, c'est vrai que vu l'importance que ça prend dans le marché actuel, c'est difficile de passer à côté. Voilà, et pareil, tu mettais l'accent sur les roues. Les roues, pour nous, c'était vraiment un objectif qu'on avait depuis, je vais pas dire depuis le tout début, mais qui a très rapidement été un objectif. Mais chez Origine, alors, on prend le temps pour faire les choses, mais par contre, quand on les sort, on veut que ça soit parfait, quoi. Au point. On ne prend pas les clients pour les bêta-testeurs, on essaie d'éviter. Vous les avez en direct aussi. Quand il y a un souci, ils débarquent directement ici, quoi. On vend par Internet.
Et comme je l'ai dit en début d'interview, on n'a qu'une image et nos clients nous font confiance, on ne peut pas les décevoir. Et vraiment, ce que tu as dit, le fait de ne pas les prendre pour des bêta-testeurs, voilà, en fait, c'est ça. On veut qu'un client qui achète un produit chez nous n'ait absolument aucun problème et surtout qu'il prenne aucun risque. Et alors, objectivement, je pense qu'on a raison de faire ça parce que pour Primal, par exemple, alors les roues, donc, la marque de roues. La marque de roues by Origin. On a eu une très très belle surprise. En fait, en lançant Primal, on s'est dit en interne que ça allait prendre du temps. Comme pour la création d'Origine, on savait ce qu'on avait fait pour les roues. Donc, en termes de positionnement, technicité, produit, franchement, ce qu'on a sorti, on est vraiment vraiment fiers. Mais par contre, on s'est dit, en termes d'image, les gens ne connaissent pas encore, et donc le lancement va être un peu fastidieux, un peu comme à l'époque le lancement d'Origine. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait on s'est complètement planté. Quand on a lancé Primal, ça a cartonné directement parce que du coup les gens commencent à savoir que du coup on fait attention justement à tous ces petits détails et que quand on lance un produit, il est bien. On va parler quand même un peu VTT maintenant. Et vous avez parlé donc des théorèmes GT, GTR, un peu les différences entre les deux. Et puis aujourd'hui, la gamme qui s'étend. Voilà, il y a un tout suspendu. Donc vous avez commencé en ciblant quelques modèles. Mais là, ça y est, ça s'étend. Mais on en parlera après, mais c'est un peu une période particulière pour commencer à prendre de l'ampleur. C'est tous les soucis de pénurie, mais on y viendra après. Okay. Parle-nous un peu de cette extension de la gamme. Il y a du gravel aussi qui est fort présent et qui fait beaucoup. Alors oui, il y a du gravel. Le gravel, c'est une histoire vraiment amusante chez Origin parce que là, pour le coup, on va retourner 2 ans en arrière. On a écouté notre cœur. En fait, il y a 2 ans, il n'y avait pas le phénomène gravel qui est présent aujourd'hui, qui touche tout le monde, hein. Même une catégorie de cyclistes non passionnés, des gens qui vont utiliser le vélo comme commuteurs, quoi. Et en fait, on s'est dit qu'on allait créer, comme on l'a fait pour le VTT, qu'on allait créer un gravel qui était considéré par les marques qui en faisaient comme un 2e, voire un 3e vélo. On s'est dit, nous, on aime bien le concept du vélo unique. Et pareil, une fois de plus, on veut mettre le même niveau de technicité que pour un VTT ou un route. Donc, les mêmes technologies, Dynamic Response, moulage GPS, fibromodule, etc., etc. Et donc, on a créé le Grax. Par contre, le problème du Grax, c'est que du coup, en termes de positionnement produit, c'était un produit vraiment super haut de gamme. Le ticket d'entrée devait être dans les 2300 €, ce qui était pas rien du tout, hein, pour un gravel, clairement. Si on retourne 2 ans en arrière, aujourd'hui, le marché s'est clairement élargi, mais voilà. Et on s'est dit, c'est pas grave, ça sera vraiment notre porte-étendard. On sait qu'on ne gagnera pas trop d'argent dessus, mais par contre, nos clients seront hyper satisfaits. Et voilà, pour la com, ça sera bien. Et une fois de plus, comme pour Primal, on s'est planté. Le Grax a cartonné. Ça a vraiment été un succès tout de suite. Comme quoi, effectivement, les cyclistes, entre eux, ça parle. Et un cycliste hyper satisfait, il prévient le cousin, le copain, voilà, le club, bref. Et au final, gros succès du Grax. Donc rapidement, on s'est dit, bon, il faudrait pouvoir apporter au Grax un petit frère une déclinaison plus accessible. Et c'est là qu'on a introduit le Trail, donc, qui est là, qui est une déclinaison... alors non, je dis déclinaison, c'est pas le bon terme. Qui est une version aluminium. Une interprétation en aluminium, même pas une interprétation, parce que du coup la géométrie était complètement différente. On avait un reach et un stack plus important. Sur le Trail, c'était un vélo plus orienté baroud, qui plairait plus à une clientèle VTTiste. Le Grax, c'était vraiment un vélo...
c'était un gravel, mais assez orienté race. Et en fait, on a très rapidement commencé à retravailler sur un autre cas de carbone qui nous a pris un peu de temps, et c'est le Grax 2 qui est né du coup, il y a 5 semaines. Et Grax 2, c'est amusant, en fait, qui marie un petit peu le trail et le Grax 1. C'est-à-dire qu'on est sur une géométrie comme pour le trail, plus de reach, plus de stack. Un vélo qui va vraiment beaucoup plaire à un public de VTTistes, parce que franchement, aujourd'hui, je veux dire, tous les profils de VTTistes sont touchés par le gravel, c'est impressionnant. Il y a même des gens qui font de la route, mais qui ont eu une mauvaise expérience en matière de sécurité, ou qui ne supportent pas l'état de certaines routes là où ils roulent, qui ne sont pas possibles sur des... C'est comme si tu roulais avec une Formule 1 sur route ouverte, finalement. Il vaut mieux une voiture sportive, mais un peu plus adaptée à la route, finalement, et aux conditions réelles de circulation. Voilà, ce qui est intéressant en plus, c'est que si tu retournes 10 ans en arrière, il y avait un petit peu une sorte de défiance entre les VTTistes et le milieu de la route. Et là, aujourd'hui, tu peux constater que, regarde, même toi, tu viens un petit peu de l'alternatif. Aujourd'hui, tu roules en gravel. Moi, c'est pareil, je faisais de la DA, je roule en gravel. Je trouve que c'est cool parce qu'en gravel, tu peux le typer, tu peux lui mettre des routes 650, le mettre en monoplateau et gros pneus de 47, et puis rouler jeunesse. Et tu te fais plaisir. Alors, il faut rouler propre, mais tu peux rouler comme avec un cross-country, tu peux rouler engagé. Et franchement, ça, c'est génial. Et bon, avoir toute cette gamme, gamme large, allez, là, on va mettre le doigt là, dans la problématique actuelle, un peu de chez tout le monde. Le vélo, c'est en plein boom, c'est un succès terrible. On va commencer quand même par le côté positif. Aujourd'hui, Origine, c'est combien de personnes ici sur le site de Somain? Et pour donner une référence, il y a 2-3 ans, c'était combien de... Alors, je vais même faire un... Alors, il y a 2-3 ans, c'est simple, je vais prendre la date d'entrée dans le bâtiment. Donc ici, l'usine de Somain, on était 6. C'est il y a 3 ans. Ça devait être grand pour 6, parce qu'il y a quand même... on entendait que ça résonnait, quoi. 2300 mètres carrés, oui, effectivement, je te confirme, c'était grand. Mais bon, on avait notre plan de développement était ambitieux, et on s'est dit, mieux vaut trop que pas assez. Donc, le bâtiment était sympa, l'accès était pratique. Donc, on s'est dit, allez, banco, on y va. Il y a 1 an, je vais faire un check à 3 ans, donc voilà, 6, un check à 1 an. Il y a un an, on était 20. Et là, aujourd'hui, à l'instant T, on est 50. Donc, les 12 derniers mois, on a embauché 30 personnes. Mais alors, par contre, attention à prendre et à laisser, parce que là, en ce moment, on est en pleine session de recrutement et dans absolument presque tous les secteurs. Et du coup, le chiffre de 50 que je donne aujourd'hui va être totalement obsolète après-demain, quoi. Donc, en gros, notre objectif, c'est d'être 200 en 2026. Voilà. 200 en 2026. 200 en 2026. Ok, ouais. Bah oui, effectivement. Donc, il y a vraiment de l'emploi local. Tu dis, oui, ok, on produit nos cadres en Asie, mais quelque part, c'est parce que c'est là que ça se passe et qu'on a la technologie à l'heure actuelle, mais il y a un véritable ancrage. Tout ce qui peut être fait ici, tout ce qui est pertinent qu'il soit fait ici, est fait. Écoute, parfaitement résumé, c'est exactement ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et j'ai absolument aucun complexe à le dire, ça fait un peu mal de le dire, mais il faut l'assumer. Aujourd'hui, si on sous-traite en Asie, c'est pour une raison très simple. C'est parce que, alors quand je dis si on sous-traite en Asie, le moulage de nos cadres, c'est la seule chose qu'on sous-traite. Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est là-bas qu'est le meilleur savoir-faire du monde. C'est triste, mais donc il y a 20 ans, c'est du travail qui a été délégué. Et malheureusement, toutes ces années, donc c'est principalement les boîtes taïwanaises qui sont les meilleures dans le domaine, mais il y a eu un savoir-faire qui s'est amélioré, ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut l'admettre, en Europe, on est
plus haut niveau pour le moulage du cadre carbone. Par contre... Oui, ça n'empêche que pour tout ce qui vient avant et tout ce qui vient après, voilà. Et au niveau de la main-d'œuvre, là, tu trouves, vous êtes plutôt sur des passionnés de vélo ou alors vous vous ouvrez aussi, et certainement des gars qui ont une autre expérience professionnelle avant aussi. Oui. Nos collaborateurs peuvent venir d'horizons divers et variés, ça c'est clair et net. Par contre, et c'est pas une coquetterie de notre part, hein, c'est vraiment pour que ça se passe bien pour le collaborateur et pour nous, on ne peut recruter que des passionnés. Vraiment, c'est obligatoire. Il faut comprendre. Ça me paraît compliqué pour quelqu'un qui ne fait pas partie du milieu de comprendre l'exigence d'un cycliste. Alors, ça va être pour les conseillers techniques, ça c'est une évidence, mais même pour un graphiste, pour quelqu'un à la prod, même qui va peindre les vélos, qui va assembler le vélo, qui va poser les transferts, etc. Donc, non, on recrute que des passionnés. Et d'ailleurs, même parmi le lectorat de Vojo Mag, s'il y a des voisins nordistes qui sont motivés, qui n'hésitent pas à nous transmettre leur CV, leur lettre de motivation, parce que là, aujourd'hui, on recrute à la prod. À la prod, c'est large, hein, donc il y a tout. Il y a l'assemblage de vélos, de la pose de transfert, il y a du rayonnage de roues, on recrute à la logistique. On recrute un graphiste, on recrute des conseillers techniques. Et donc voilà, on recrute vraiment dans tous les domaines. Et alors, comme tu disais, effectivement, on a fait le choix de sous-traiter le moulage des cadres en Asie chez les meilleurs. Mais par contre, on a eu ce positionnement fort de décider de faire tout le reste chez nous. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans le marché du vélo, la quasi-totale, alors une très très grande proportion des marques sous-traitent 100% de leur production en Asie. C'est-à-dire que des sites de production comme ça, en fait, il n'y en a pas. C'est juste un bureau, à la limite avec un bureau d'études. Mais par contre, la peinture, l'assemblage, tout va être fait en Asie. Et nous, on était persuadés qu'on pouvait être meilleur pour les peintures et puis même ne serait-ce que pour notre flexibilité. Et proposer, oui, ce système de personnalisation, pouvoir répondre directement. Même si, voilà, venons-en peut-être côté problème pour l'instant, au-delà de la main-d'œuvre et de pouvoir gérer ce recrutement, c'est aussi d'avoir la matière première pour travailler, avoir les livraisons, avoir les pièces, avoir les cadres. Comment ça se passe pour vous? Parce que vous n'êtes plus une petite marque, mais vous n'êtes pas non plus un tout gros, un poids lourd du secteur. Comment est-ce qu'on navigue en étant entre les deux, finalement, en tant que marque moyenne? En fait, ça se passe par cadencement, engagement. Donc, il faut prévoir bien à l'avance, il faut prendre des risques de stock. Et là, aujourd'hui, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Donc là, voilà, l'année est déjà bien entamée. On livre toujours et on continuera à livrer parce que justement, on a cette flexibilité. Et c'est justement le fait de faire en France qui nous permet comme je disais il y a quelques secondes, de tirer notre épingle du jeu par rapport à la concurrence. Parce que du coup... je vais prendre un exemple concret. Admettons qu'on se trouve en rupture de stock prolongé sur un modèle de selle. La selle, on a des références, on en référence une autre, et voilà, on trouve des solutions. C'est extrêmement chronophage, mais on fait presque du cas par cas. Et il y a encore cette possibilité de contact direct avec le client dont vous avez les coordonnées. Dites monsieur, voilà, est-ce que vous voulez vraiment ça et vous aurez votre vélo dans 2 mois où on change. Voilà, et les conseillers techniques s'ennuient pas en ce moment. Donc c'est beaucoup de boulot pour eux, c'est beaucoup de stress, mais bon, et pareil, je fais un petit parallèle, d'où l'intérêt, une fois de plus, par exemple, d'avoir des passionnés, que là, les conseillers techniques qui roulent tous savent ce que c'est que d'attendre un vélo. Que de se retrouver sans vélo, etc. Et du coup, de se mettre en 4 pour trouver une solution pour satisfaire le client, quoi. Et comment est-ce que tu vois un petit peu les choses
dans quelques années pour Origine. Ici, vous aviez vu grand pour le bâtiment, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est bien rempli. Ouais. Et donc là, c'est une réflexion que vous menez là, Alors, pour préparer c'est- l'étape suivante. Cette c'est- 220, ça ne va pas rentrer ici. Alors, là, les 200 salariés, ça ne rentrera pas du tout ici, en effet. Donc, clairement, par rapport à notre plan de développement, la limite à Somain va être fin 2022. Donc, ce n'est pas un projet, c'est déjà entamé. On a déjà le terrain. On construit une usine de 6000 m² sur la zone industrielle de Prouviers-Rouvigny. Donc, c'est juste à côté de Valenciennes. Mhm. C'est un site qui est très très intéressant parce que c'est vraiment le long de l'autoroute A2 sur l'axe Paris-Bruxelles, un axe qui est très très emprunté. Parce qu'en fait, je fais une petite parenthèse, il faut savoir qu'on accueille des clients aussi ici directement à l'usine et ça représente quand même une proportion de 20% de vente, hein. C'est pas négligeable. Donc, y a pas mal. Donc si je veux venir ici pour essayer pour voir, avant de commander, et puis pour venir le chercher, je peux. Pour te faire conseiller pour échanger avec un conseiller technique, pour faire un relevé de mesure, pour te préconiser, je sais pas, une longueur de manivelle, une longueur de pesance, etc. Voir des couleurs en vrai, des combinaisons de couleurs qu'on imagine moins bien en ligne. Évident, voilà. Et bref, donc ça c'est possible. Et donc je reviens au bâtiment, donc construction de cette usine. Donc on a acheté un terrain de 37 000 m². Donc là tu vas te dire, mais 6 000 m² l'usine, 37 000 m² pour le terrain, c'est quoi le plan derrière? En fait, il faut déjà, on a prévu de le faire step by step. En gros, on sécurise avec un outil industriel de 6 000 m², mais on a pris une réserve foncière pour une extension à 10 000 m². Et après, le reste, c'est le parking, etc. Voilà, zone de sécurité. Donc on va construire un bel outil industriel qui nous permettra de produire beaucoup plus, d'encore mieux accueillir les clients, et ça va être sympa. Et si aujourd'hui je te donnais une baguette magique qui fonctionne dans le milieu du vélo, hein, on va dire dans le milieu du vélo, qu'est-ce que tu aimerais bien, et ça peut être une ou deux choses, allez, on va dire exaucer 2 vœux, le génie du vélo te permet d'exaucer 2 vœux aujourd'hui, ce serait quoi? Alors c'est marrant comme question. Alors la première chose, ce serait quand même répondre à notre problématique du moment. De toute façon, tu devais douter de cette réponse, mais ça va être répondre à notre problématique de stock, même si on arrive à se débrouiller. Ça ferait gagner pas mal de temps à nos logisticiens, à nos conseillers techniques. Donc un approvisionnement plus fluide et plus facile, comme on avait encore il y a peu de temps. Et alors la deuxième chose, tu as dû entendre parler du graphène. Technologie d'avant-garde où grosso modo c'est une sorte de carbone moléculairement parfait. Et j'aimerais bien que ça se démocratise. Je dis j'aimerais bien, on aimerait bien que ça se démocratise parce que du coup ça nous permettrait de faire encore des choses incroyables au niveau des cadres, notamment par rapport à des gains de poids. Le jour où le graphène sera démocratisé, on aura la possibilité de construire des cadres à 300 grammes peut-être. Donc il y aura vraiment moyen de faire quelque chose d'absolument incroyable. Et donc le problème c'est que le graphène, ça fait longtemps qu'on en parle. Et est-ce que ce sera... Ça existe, hein, déjà, c'est une solution qui existe. Mais est-ce que industriellement et les applications vont être accessibles dans un délai raisonnable? Et ça, c'est la grande question. Mais ça, du coup, si j'avais un pouvoir magique, là, vraiment, c'est la première chose à la limite, qui me vient à l'esprit, là, mais ça serait très, très excitant. Et voilà, vous avez des plans d'expansion vraiment ambitieux avec Origine à l'horizon 2026. Tu perçois donc vraiment que ce boom du marché du vélo et de la pratique du vélo, que ce soit le vélo utilitaire mais aussi le vélo loisir, vous ne faites pas de vélo utilitaire, de vélo urbain, de vélo, mais par contre vous êtes sur quand même ce marché de loisirs. Tu penses que les deux, et tu dois avoir un avis aussi sur le côté vélo utilitaire, tu penses que les deux sont vraiment promis à un bel avenir de manière
pérenne et que ça va rester, que c'est pas une bulle qui va faire poup, poup. Alors attention, je vais quand même mettre un petit coup de frein par rapport à l'explosion du vélo. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres du marché, le marché est tiré vers le haut par l'e-bike. Le vélo musculaire, en fait, est presque flat en termes de volume, mais par contre, il n'est pas en termes de valeur. Mais c'est juste, on a cette impression d'explosion absolue parce que y a beaucoup de marques qui n'ont plus de stock, etc. Mais par contre, voilà, les chiffres parlent et ce qui tire le marché vers le haut, c'est le e-bike. En dehors de ça, le vélo a clairement le vent en poupe. Ça, c'est le sport individuel. Malheureusement, là, je vais prendre un terme que j'apprécie pas, mais le monde d'après, on est dedans. Et le monde d'après, c'est un monde où on va devoir pas mal développer les sports individuels de plein air. Donc ça, pour nous, c'est absolument top. Et justement, je vais refaire une petite parenthèse par rapport au gravel. Ce qui est génial avec le gravel, c'est que ça apporte beaucoup de nouveaux pratiquants qui vont être après qui vont faire du VTT ou qui vont faire de la route parce que justement, on a vraiment alors tant sur le plan écologique que l'effet de mode, faut le dire. Il y a une réelle prise de conscience et du coup, il y a pas mal de gens qui commencent à prendre le vélo pour aller travailler, etc. Et ce qui est génial, c'est que le vélo, c'est une drogue, on met le doigt dans l'engrenage, après c'est terminé. Donc on commence par prendre le vélo pour aller bosser le matin, puis après on se dit c'est quand même bien, c'est la bonne fatigue, et puis je vais rouler avec les copains, et puis après c'est terminé. Ou l'inverse, on a un chouette vélo sportif dans le garage. Tout à fait. Et on se dit, perdre ma vie, je fais pas beaucoup de kilomètres, je travaille à 10 km de chez moi, 10 km c'est vite fait, tiens, je le prendrai bien une fois qu'il fait beau, et puis on se dit, en fait, je ne mets pas beaucoup plus longtemps. C'est pas valable pour tout le monde, hein, mais c'est... Mais par contre, effectivement, il y a des fois, ça peut être un peu pénible, le matin, il fait froid, il faut se chauffer. Par contre, le bonheur, tu repars du bureau, en vélo, tu te dis, je peux me dépenser. T'as pas les embouteillages, t'as pas... Ouais. Alors une fois de plus, c'est facile de le dire, mais là, c'est pas valable pour tout le monde. Mais voilà, ceux qui peuvent le faire, magnifique, quoi. Qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent. Écoute, Rémi, merci beaucoup pour ce chouette échange. Merci à toi. On va compléter ça par... un petit tour dans l'usine et dans les bureaux pour vous proposer un reportage complet. Ceux qui nous écoutent pourront prolonger ça avec quelques images de la visite sur vodjomag.com. Ceux qui nous regardent en vidéo pourront aussi aller faire un petit tour sur le site. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres rencontres, d'autres podcasts. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et merci à ProBike Shop de nous avoir accompagnés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vodjomag.com, au format papier sur Vodjo Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.